Across Norway, c'est l'histoire de deux frères. Deux frères qui décident un jour de se lancer dans un projet fou. Un rêve pas vraiment commun. Ce rêve, c'est de traverser la Norvège. En partant du point le plus au sud du pays, pour rejoindre celui le plus au nord. Le pays dans toute sa longueur. Et pour ça, il faut compter 3000 km, 100 000 mètres de dénivelé positif et une traversée estimée de 100 jours. Et comme si l'effort physique ne suffisait pas, ils décident de faire tout ça sans aucune aide GPS, seulement avec des cartes. C'est la plus grande course d'orientation du monde, et c'est une première. Pour moi aussi, c'est une première. C'est mon tout premier film documentaire. Un film dans lequel je vais essayer de vous raconter cette longue et belle aventure. Alors le projet Across Norway est né Il y a 2 ans, un peu plus maintenant. donc c'est une idée de mon frère déjà. J'avais pour idée de faire une grande traversée en course d'orientation. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y avait la carte de la Norvège et de la Finlande qui était cartographiée avec la même légende et la même norme en fait que les cartes de course d'orientation en compétition, ce qui n'est pas le cas en fait de beaucoup de pays dans le monde. Et j'ai proposé à Fleury de venir participer à ce projet, et puis il a accepté sans beaucoup d'hésitation. Pendant plus de 2 ans, Corentin et Fleury vont donc préparer ce projet. Ils impriment les 127 cartes dont ils auront besoin, préparent les 150 kg de plats qu'ils déshydratent. Ils voient également un préparateur mental et s'équipent auprès de marques pour le matériel dont ils auront besoin. Pour ce qui est de la préparation physique et de l'orientation, il n'y a presque rien à faire. Du moins, rien à ajouter à ce qu'ils font déjà dans leur quotidien. Fleury étant lui-même accompagnateur en moyenne montagne, il forme à l'examen du probatoire de l'AMM, qui est nul autre qu'un test d'orientation. Corentin, quant à lui, est cartographe. Mais les deux frères sont surtout des athlètes. Corentin pratique la course d'orientation en équipe de France et Fleury participe à de nombreux trails. Et tout comme son frère, il est passionné de course d'orientation. Ce qui me plaît dans la course d'orientation, c'est la liberté d'arpenter les forêts, les villes, de ne pas avoir de barrière, on va dire. Tu as une carte, tu as différents points, et puis tu passes par où tu veux pour aller à ces différents points. Alors moi, ce qui me plaît le plus dans la course d'orientation, c'est cette notion un petit peu de liberté. Il y a cette notion de choix d'itinéraire, de ok, enfin, où est-ce que je vais passer, quel chemin je vais emprunter finalement. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et puis j'adore lire les cartes, j'aime bien essayer d'analyser une zone, d'analyser un terrain. Donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. En plus de ça, voilà, c'est une discipline nature, encore une fois. On est à l'extérieur, on découvre des terrains très variés. Et c'est toujours intéressant de voir la manière dont ces terrains ont été cartographiés. Vous l'aurez compris, la particularité de ce projet, c'est la course d'orientation. Pour traverser la Norvège, les deux frères vont donc utiliser des cartes, mais pas n'importe lesquelles. Des cartes d'orientation. Mais en fait, c'est quoi une carte de course d'orientation ? Et pourquoi c'est important de vous préciser ça ? Alors, pour vous expliquer, on va prendre 2 cartes. La première, c'est la carte topographique classique type IGN, celle que tout le monde utilise en randonnée. Et ça, c'est la carte de course d'orientation, qui couvre le même endroit. Là, si on compare, on peut voir que sur la carte de CO, on a bien plus de détails. On a par exemple le relief, la végétation, les chemins et les falaises. Tous ces éléments-là sont présents sur la carte IGN, mais ils sont beaucoup moins précis qu'une carte de CO. Alors on sait que ces cartes peuvent paraître peu lisibles, et même pour nous c'est une charge mentale supplémentaire, mais ça reste indispensable d'avoir la carte la plus représentative possible du terrain pour éviter les potentiels dangers. Sur nos cartes, on a aussi ajouté une légende spécifique à la course d'orientation. Les cercles en rouge représentent des balises. Entre ces points, on aura la possibilité de passer où on veut pour être le plus libre possible de nos choix d'itinéraire. Across Norway s'annonce donc comme une grande aventure. Et comme toute grande aventure, il faut un peu de matériel. Mais cette fois, on a voulu faire simple et vous résumer tout ça sous la forme d'une recette. Vous êtes prêts ? Voici la recette Across Norway.
Alors, pour faire un Cross Norway, il vous faudra d'abord 2 frères, passionnés de CO, des caleçons, des chaussettes, des chaussures, des shorts, des t-shirts. C'est des affaires de pluie, parce qu'en Norvège, c'est humide. Il faut aussi du matériel de bivouac, une tente, 2 matelas, 2 duvets, 2 coussins. Ah non, ça en fait ça sert à rien. Autant pour moi. Alors il vous faut aussi des flasques filtres, parce que l'eau c'est important, un réchaud, une popote, des repas déshydratés. Et des sacs pour porter tout ça? Mais ça va pas tout rentrer. Bon, on a qu'à prendre un camion. Et la super équipe d'assistance qui va avec, une sœur kiné pour réparer les bobos, et son copain kiné aussi. C'est parfait, un kiné chacun. Et enfin, leur chien encore tout jeune qui fait plein de bêtises. Dans leur traversée, les 2 frères ne seront donc pas seuls. L'assistance leur permettra de recharger en nourriture, en eau, de changer de vêtements de temps en temps, de les faire laver, sécher, et donc de s'alléger considérablement. Car partir avec 100 jours de matériel et de nourriture sans assistance, ce n'est pas la même histoire. En autonomie complète, il aurait même certainement fallu chasser du renne ou pêcher du saumon pour se nourrir. Difficilement envisageable. Surtout quand on sait que le seul animal que Fleury a réussi à toucher durant l'aventure, c'est Karouk, le chien. Donc grâce à l'assistance, il s'allège et prévoit de faire des étapes de 2 à 6 jours avant de retrouver cette même assistance. On parle de semi-autonomie. Parfois, il pourra même leur arriver de faire des étapes à la journée ou à la demi-journée, ce qui leur permettra de partir sans sac et donc de courir. Mais ces journées resteront rares, car l'objectif reste d'être le plus autonome possible, et de toute manière, leur parcours à travers la Norvège ne leur permet pas de rejoindre le camion à chaque fin de journée. Across Norway. J'écris mal. Ah yeah, c'est parti. 300 mètres. Je sais pas combien il en reste, mais Beaucoup, il en reste beaucoup. a priori. 300 mètres. On va le faire là-bas. C'est quoi vos sensations au départ? Bah, bonne sensation. On n'est pas fatigué encore. Je pense que cette première journée là, on teste un petit peu le terrain, on regarde un petit peu à quoi on va s'attendre. Et globalement, on voit déjà au niveau du tracé, du parcours, que ça va être assez costaud, je pense, parce qu'on se rend compte que le tout-terrain, il est usant, on est dans des marais. C'est pas facile d'avancer, de progresser. Quand il y a du vert sur la carte, il faut passer autour. Premier marais. Putain, il fait pas rire. Oh putain. Ouais, c'est les pieds mouillés. Putain, mais j'imagine même pas la gueule de vos pieds après 3 mois. Putain, c'est frippé, on dirait un pied d'un vieux de... Oh non, il y a des bouts de peau qui... Attends, et là, ça fait que 2 jours. Ça fait que 2 jours. Ça fait que 2 jours, ça. Et donc premier bivouac, ouais, j'étais déjà bien fatigué. On se disait bon, il reste 99 jours au départ. Enfin, après le 2e jour, j'avais bien mal au talon, déjà. Et au début du 3e jour, on a retrouvé les rontiers des pacos et j'ai découpé l'arrière de ma chaussure pour limiter l'inflammation au maximum, éviter que ça touche et que ça me crée de la douleur. Qu'est-ce que tu veux essayer d'enlever? Là, la mousse, là. Ce petit machin là qui... En fait, là, tu vois, ça fait un cran et un deuxième cran. Et à mon avis, c'est ce qui me fait mal. Ouais. C'est ça le monde, vous voyez. Du coup, j'ai décidé de passer la chaussure en mode babouche, en écrasant avec le talon l'arrière de la chaussure. Donc j'avais une chaussure bien accrochée et l'autre un peu moins. Et j'ai fait, je pense, une dizaine de jours comme ça.
c'est sûr que c'est inquiétant parce que le bursites, c'est des douleurs où tu sais qu'il va falloir limiter un peu l'inflammation. Et si tu continues à créer cette inflammation, en fait, ça se réparera jamais. Donc on est un petit peu inquiet par rapport à ça, mais dans tous les cas, on se dit on avance. On sait que les blessures, elles peuvent arriver à n'importe quel moment de l'aventure. Ça arrive très tôt. Faut s'en douter, donc on continue à avancer, on se pose pas non plus trop de questions, c'est juste inquiétant, mais on se pose pas trop de questions. Aujourd'hui, jour d'étape avec mes frères. Premier jour avec les frérots. Nous sommes partis pour 25 km environ et moins de 1000 mètres de dénivelé positif, ce qui est considéré comme une petite étape pour mes frères. Nous avons 2 balises à passer et normalement peu de hors-sentier. Je vois le chemin là. Oui, il y a le chemin. Alors, regardons le chemin. Arrivé à Knaben, pas le temps de se poser. Les garçons veulent repartir dès le soir pour avancer un peu. Vite des affaires sèches, vite un repas à préparer, vite de l'eau à donner. Paco et moi n'arrêtons pas de courir de tous les côtés pour tout organiser. J'espère qu'ils se rendent compte de l'assistance de feu qu'ils ont. Là, voilà, regardez comme c'est bien. Ouais, non, je pense que c'est pas mal. Je vais voir. J'ai l'impression d'être devenue la madré et ce n'est pas le plus plaisant. Mais je sais que ça fait partie du jeu pour 3 mois. Je fais pleinement partie du projet et il faut assumer. Paco nous a trouvé un spot sur une grande étendue de sable. Nous sommes tout seuls en plein désert, aux portes de Knaben, pour y rester 2 jours et profiter. Les garçons sont partis pour 6 jours d'autonomie, avec certainement des jours de pluie. Pour eux, il va falloir du courage, pour nous, c'est la liberté. Ça va. Donc ouais, les premiers jours, ça s'enquille plutôt bien, on est plutôt content de la manière dont on avance, on est un peu inquiet par rapport au timing. Ça va être le cas notamment lorsqu'on part sur une première longue itinérance de 5-6 jours, il me semble. Demain, c'est journée en tout terrain. Et là, on se rend compte que le hors-sentier, ça nous fatigue quand même énormément. Je sais plus si c'est le 4e ou 5e jour, on finit une étape, on a fait 28 km, mais on a fait que du hors-sentier. La faille qui nous permet de monter. Et là, pour moi, ça a été une des étapes les plus difficiles parce que voilà, c'est pas facile d'avancer et on se dit putain, mais en fait, on n'arrive même pas à faire 30 bornes, qu'on est fatigué en fin de journée, on est lessivé et ouais, en fait, il nous reste 100 jours à tenir comme ça. Donc là, première petite inquiétude vis-à-vis de ça. Donc on décide à partir de là de louper en fait un point d'assistance. Je me souviens plus le nom de la ville, mais on décide de louper le point d'assistance pour pouvoir continuer un petit peu sur la suite. Et je pense que ça sera pertinent parce qu'on récupérait ensuite que pour 2 jours. Et du coup, on va se forcer à avancer un petit peu plus vite. Et ça, c'était vraiment une belle partie. Franchement, en plus, on a pu dormir dans des refuges. Je crois que c'est dans ces eaux-là qu'on doit avoir les premières averses, les premiers temps vraiment pourris. Bon là on est en train de se prendre une petite radée. Donc on a sorti moi le poncho, Fleury il est en affaire imperméable. Et voilà. C'est ça aussi, alors là on a eu 5 jours de beau temps. Et là on commence à voir les premières pluies. Mais globalement on est bien quoi. Enfin, là à Hoofddun du coup on y passe au 10e jour, on est pile dans les temps. Et voilà, donc là on est bien. Elle est fraîche. Et parce que l'eau chaude elle est en haut, non? Je sais pas si ça s'est mélangé. L'eau chaude est là en haut. Ça va. Ça va. Donc on repart d'Hoofddun et là c'est pas si évident parce que là on prend vraiment des jours pourris quoi. Bon, alors on prend une bonne tempête là. Des jours comme ça où il y a de la pluie, du vent. Et voilà. Faut qu'on monte, faut qu'on avance. Faut qu'on passe au col. C'est affreux. Le vent en pleine bille. Oh Dieu. Et je glisse. Je me raccroche à la vigne. Je me saoule avec le bruit des corps qui montent au bout. Sur la carte, on a
beaucoup de lacs et sur le terrain on n'en voit plus du tout parce que c'est sous la neige. Donc on est un peu sur la défensive. Donc nous on vient tout du col là-haut, c'est cool, on descend dans les névés, après il y a plein de... Enfin faire gaffe quoi, là encore il y a tellement de neige que finalement Là on va pas passer trop. un passage délicat. On va passer un petit passage délicat, ouais. Là sur les cartes il y a des falaises de partout. Ouais, faut faire attention. Le petit sentier normalement il était sur le bord de la rivière. Ouais. Déjà qu'on le voit pas alors bon. Là on navigue tout à vue, un peu avec les falaises et On navigue avec le relief quoi. le relief et voilà, globalement on essaie de rester dans les vallons en évitant les rivières. Ah, il a l'air pas mal, hein. On arrive au refuge, mais on avait eu bien froid, les pieds trempés, moi la bursite j'avais bien mal aussi. Bon, ce qui était bien c'est qu'il y avait du froid donc ça permettait de réduire l'inflammation je pense. Mais on a bien dormi et le lendemain, donc on savait qu'on allait retrouver Léontine et Paco à la mi-journée à peu près. Et ce matin-là, c'était dur dans la tête parce que dans le refuge, il faisait frais, très frais le matin. Il y a de la pluie contre la vitre et on n'avait vraiment pas envie de sortir. Mais quand faut y aller, faut y aller. Donc on s'est bien habillé et puis on est parti tranquillement pour cette journée un peu de l'enfer. Le 12e jour sera un jour de l'enfer aussi. Regarde-moi ce beau temps. On avait bien profité du beau temps les premiers jours. Ah ouais, Et là il nous met une claque là. C'était un peu dantesque, on a l'impression d'être deux hobbits qui montaient dans la montagne. On se croit un peu dans le Seigneur des Anneaux. Le poncho il m'a mis dedans. Et on est redescendu retrouver Léontine et Paco. Et là, Léontine nous engueule un peu parce que en fait notre GPS s'est arrêté d'envoyer une position 2 jours avant. Et jusqu'à 9h30 du matin, on n'a eu aucune nouvelle d'eux. Et Mais moi je disais, non mais t'inquiète, je suis sûr qu'ils sont en train de se goinfrer de chocolat dans un refuge et puis tout va bien, tu vois. Et à partir de ce jour-là, j'ai beaucoup moins regardé le GPS parce que ça m'avait beaucoup trop inquiété. Et on est reparti avec Paul. Salut Paul. Et là, de nouveau, une météo dantesque. Paul était en ski. C'est vraiment la journée de l'enfer aujourd'hui. Hier on disait, il n'y aura pas pire comme journée Eh ben, putain. avant celle de demain. Là c'est quand même incroyable. On C'est se chope la super pluie, beau, le mais vent. là, Oui c'est là, beau. vraiment. Hein? C'est sûr que c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ça Mais dépayse, par contre, comme on dit. se fait chier Ah, par c'est le bon, vent et on la voit pluie. Paul là-bas. Ouais. Je pense qu'il baissait le petit. C'était une grosse étape du coup, parce qu'ils ont fait, je pense, une vingtaine de kilomètres le matin, et l'après-midi, on a refait plus de 20 km avec 60 dénivelés, donc je pense que c'était
l'une de leurs premières journées à plus de 40 bornes. Donc par la suite, c'est devenu presque une norme, mais au début, ils n'étaient pas forcément partis sur ce rythme-là. Donc c'est le moment où je pense qu'ils commençaient un peu à visser, à accélérer et essayer de gratter un peu des jours, quoi. C'est Fleury, je pense que Fleury commençait un peu à mettre la pression pour gratter à droite à gauche et avancer, quoi. Il voulait plier le game rapidement. Le jour 14, ça a vraiment été un jour où on est parti et en fait on voit rien, quoi. Le paradis blanc. Tu lâches quelqu'un ici, il devient fou là. Ah bah là il devient fou. On voit quasiment rien à 360 degrés. Vraiment là. On voit une petite pierre là-bas. Je sais même pas si on voit bien à la caméra. Ouais. Je crois qu'à la caméra c'est tout tout blanc. Je peux vous dire blanc. qu'on voit une pierre là-bas. Il là, montre avec il son va y avoir bâton. des lacs. Voilà. Là, il va y avoir des falaises, des montagnes. De la beauté. On essaie d'aller dans la bonne direction. Tout droit là-bas. Mais on s'oriente bien avec le relief pour le moment. On s'oriente bien avec le relief et pour le moment ça va pas trop mal. Avoir du brouillard, ça nous impacte quand même énormément sur l'orientation parce qu'on ne voit pas très loin. Quand il y a de la neige, bah, c'est blanc, blanc, quoi. On voit encore moins. Alors que déjà, quand il y a du brouillard mais pas de neige, on peut quand même distinguer des choses un peu plus loin ou autour de nous, quoi. Là, avec le brouillard, bah, vu qu'on avait une carte avec une échelle assez grande, on avait du mal à voir les éléments. On se disait, bah, là, normalement, on veut voir ce sommet, bah, il doit être là-bas, quoi. Mais on voit rien, quoi. Donc on est obligé d'être précis sur des petits éléments au fur et à mesure qu'on avance, garder sa direction par rapport à la pente, par rapport à utiliser d'autres éléments, quoi. Il faut qu'on arrive un petit peu à naviguer avec les petits bouts de terre qu'on arrive encore à voir, mais il reste plus grand chose déjà. Parce que là il y a tellement de neige, et puis avec le brouillard aussi là, ça nous facilite pas la chose. Mais bon, donc, globalement on arrive plutôt à bien orienter. Il va falloir faire attention un peu aux barres rocheuses qu'on va découvrir un peu au dernier moment, quoi. Et là, par chance, je pense que pour moi, ça restera une des plus belles journées. C'est au moment d'arriver au Trolltunga, donc au niveau des fjords, des grandes falaises. Et en fait, là, au moment où on arrive, en fin de journée, en fait, ça se découvre. Et là, en fait, on a le fjord qui s'ouvre à nous. C'est ouf. Waouh. Oh, c'est une tuerie. Je sais pas si on entend l'écho. Oh là, c'est beau là. On est content d'être là. Attends. Alors, on y est enfin. On y est au Trolltunga. Il doit être plus là-bas. Et nous, on est sur la petite langue. Regarde comme c'est beau là. On est content d'être là. Putain. Là, c'est bon. Et on va aller essayer de prendre des photos là. Surtout que là, franchement, il fait beau. Avec la météo qu'on a eu les derniers jours, on est trop content. Moi, je m'attendais pas à voir le Trolltunga comme ça. Ah ouais, moi je pensais pas voir le bas en fait. Donc là on est avec Sandine et Paco qui sont venus dormir une heure derrière là. Ils vont dormir avec nous dans le refuge. Et là on est bien content d'arriver. Ouais. Il y a des jours comme ça où t'es content. Ça va, Fleury? Hein? Ça va? La vie est dure. Envie de dormir. Oh putain, je comprends. Jour 15, là on a prévu de partir pour 6 jours. Donc eux nous avaient monté du matos pour les 6 jours. Nous on leur a laissé un peu les poubelles de la lessive.
coup là on attaque la traversée du plateau de l'Hardangervidda. On sait ça va être magnifique. On risque de voir des rennes et puis voilà, on est content de traverser ce plateau. Il n'y aura pas trop de dénivelé. C'est une bonne journée. Attends. Une première journée finalement le temps a l'air de s'améliorer. Par contre là on se rend compte qu'en fait on passe beaucoup trop tôt dans la saison. On est mi-juin en fait et il n'y a personne. On voit personne du tout, quoi. Même pas des rennes du coup. On ramasse juste des bois de rennes mais c'est tout. Et de ça en découle que le fait que les ponts en fait qu'on était censé prendre pour traverser le torrent sont pas installés. Et là fin de ce 15e jour on fait face à un petit dilemme de merde, on arrive devant un torrent et en fait il n'y a pas de pont, quoi. Putain, il devait y avoir un pont là. On voit le refuge juste là et le pont n'a pas encore été installé. Et là ça brasse un peu. Et le torrent il est assez violent parce qu'il y a beaucoup de neige qui est en train de fondre. Et donc déjà c'est gelé, donc ça doit être autour de 4-5 degrés. Et en plus de ça le courant est assez fort. Et là on se dit bon, en amont, en aval, bon allez, on prend la décision, on va essayer de passer déjà en amont. Et essaye de faire vite. De toute façon tu seras mouillé dans tous les cas, ça tu ne pourras pas y échapper. Putain c'est profond. Allez mais de toute façon faut y aller hein. Ah ouais? Donc on a essayé de prendre les sacs à bout de bras au-dessus de nous. Déjà on ressort de l'eau, on se redirige vers le pont. Là du coup je choisis de passer en cochon pendu parce que je me dis j'aime bien escalader des trucs et tout, donc je me dis je sens que je peux le faire, tout ça. Je passe en cochon pendu, les lunettes qui filent dans la flotte. Putain les lunettes, je vais les chercher. Putain les lunettes. Bon je les ai jamais retrouvées. Elles sont parties dans le courant. Bon, ça c'était que le début. J'avance au fur et à mesure, une main après l'autre, avec le sac du coup il faisait 13 kilos. Je regarde ce que j'ai fait, pas grand chose, je regarde ce qui reste, beaucoup. J'étais déjà éclaté au niveau des bras. Je regarde en dessous, ça bouillonnait de partout. Et ça durait tellement longtemps. Alors, 3 minutes 30 je crois, on a sur la vidéo. Et c'est les 3 minutes 30 les plus longues de ma vie. Je suis arrivé, j'avais les bras tétanisés, vraiment c'était horrible. Bon Corentin a réussi à traverser en contrainte. Au bout d'un moment, Fleury il me fait ouais c'est bon je traverse en bas. Moi je me sens pas du tout capable, j'ai peur de tomber en fait, simplement sous le torrent il y a des rochers et tout, donc je me sens pas du tout capable. Du coup j'ai envie de tenter l'option je traverse à pied. Allez j'y vais. Putain j'ai pas envie d'y aller. L'eau va être gelée, j'ai déjà froid. Allez. Et là j'attaque la traversée, donc au début ça va, les premières foulées. Et ensuite il commence à y avoir vraiment beaucoup de courant et moi je commence à me faire chasser en fait au niveau des jambes. Là il y a des cailloux là. Et j'ai mes genoux qui tapent, en fait je contrôle plus trop mon mouvement quoi, parce que il y a des cailloux un peu partout au sol, il y a des assez gros blocs, mais moi je commence à taper un peu mes tibias, les genoux sur les cailloux et je vois que je commence à me faire emporter. Et là, c'est le drame. Non, je commence juste à me faire emporter.
Et puis là, en fait, je pense que je suis complètement... Enfin, je suis en début d'hypothermie parce que derrière, on va vite au refuge. Tous les affaires mouillées. Sèche-toi. Putain, j'ai mal là. J'ai mal de partout. J'ai mal de partout. Et là, on commence à faire un feu. Moi, j'enlève toutes les affaires. Corentin, il s'occupe hyper bien du truc. Il commence à faire le feu, tout ça. Il va me chercher une couette. Moi, du coup, je suis vraiment gelé. Et puis, je pense que je mets bien 1 ou 2 heures pour me réchauffer auprès du feu. Bon. C'était pas agréable cette rivière. Ouais, tout ça parce qu'un pont était pas là. C'était pas encore en place. Bien tapé dans les jambes quand même. J'ai avoir des bleus de partout. Tous les genoux, tout, ça tapait dans les pierres et j'ai rien su venir. J'ai rien su faire. Je me suis embarqué par le courant et je pouvais rien faire d'autre. Ça nous a mis un petit coup de pression pour la suite parce que derrière, on savait qu'on allait potentiellement avoir d'autres torrents à traverser, même beaucoup. Et en fait, on se disait, si des ponts ne sont pas installés, ça va être chaud, quoi. Je vais traverser là, je pense. On dirait qu'il s'est fait caca dessus. Fleury a commencé, je pense, 1 semaine après à nous dire j'ai mal aux pieds. Il nous en a pas parlé tout de suite. il a attendu un peu. Mais sauf que la douleur, elle s'accentue et je commence à avoir une difficulté à poser le pied, quoi. Et je me doute que potentiellement je peux avoir une fracture de fatigue. Donc si c'est ça, peut-être que je vais pas pouvoir continuer, quoi. Donc là, vous y allez en marchant, hein. Ouais, marchant et on va voir. Ok, bon, de toute façon, c'est vous qui faites votre truc. Mais... Si je sens que j'ai pas mal encore, je cours, mais... Ouais. En fait, c'est la douleur, moi, qui me guide. Bah oui, voilà, je sais, c'est la douleur, mais... La douleur, jusqu'à maintenant, il faut que... Enfin... Donc on va essayer simplement de passer une radio en fait dans un hôpital. Le truc c'est que c'est galère parce qu'on n'est pas dans des grandes villes. Donc on va continuer à avancer. Donc les premiers jours je suis assez inquiet, j'essaie de compenser comme je peux. Je porte moins lourd, je crois que Corentin il a des sacs du coup qui sont un peu plus lourds. Je suis obligé de marcher comme ça parce que... Donc fin de ce jour 19, Fleury est un peu au bout du rouleau, mais ce qui est cool c'est que le lendemain on a les copains qui viennent nous accompagner, donc ça c'est trop cool. Bon on est parti sur le 20e jour. On a Payot et le Raf qui sont là. Là ouais, ça faisait plaisir. Moi j'étais ce jour 20 en fait, je leur dis en plus non mais peut-être les gars, moi je vais peut-être devoir m'arrêter là parce que j'ai une grosse douleur au pied, donc ça me faisait vraiment chiant. En plus ils étaient venus pour ça, mais d'un côté ça me rebooste de les voir. En plus on a une super journée, on fait une grosse étape. Il y avait une 40aine de kilomètres au programme. On leur a fait vivre l'expérience complète Cross Norway. Ils nous ont porté nos sacs et nous on a porté les leurs. Ils sont là, ils portent les sacs. Ils sont là les Sherpas, on a pris 2 Sherpas pour la 20e journée. Et on se rend assez vite compte que le poids du sac, le fait d'orienter, tout ça c'est quand même vraiment exigeant. Si on est en cadre, on va jusqu'à la 38. Ouais. C'est en bas de la vallée? C'est en bas. Même c'est dormir où les gars? En bas. Enfin, on va Et on a vraiment un peu déconné toute la journée, discuter, parler d'autres choses, rigoler, chanter. L'entente a disparu. L'entente a disparu au sein du groupe. Du coup, je me filme tout seul. Alors que je fais pas partie de l'aventure, mais rien qu'un jour, je suis KO. Et eux, ça fait 20 jours qu'ils enquillent. Et ils sont plus frais que nous. Voilà. C'est des monstres. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Moi je dis peut-être des conneries parce que là je suis en train d'halluciner. Je suis en hypo, mais Fleury il fait que d'attaquer. Du coup je peux pas manger, pas boire. Et je crois que je les ai eus.
Ce jour-là, j'ai vraiment apprécié. Il y a tout qui allait bien sur cette journée. J'avais quand même mal aux pieds, mais franchement, là, j'ai réussi finalement à canaliser ma douleur. Et ça, je pense que jusqu'à la fin d'aventure, en fait, ça a été le cas. C'est que j'ai géré ma douleur mentalement. Je pense que c'est surtout ça. Et quand j'ai réussi à le faire plusieurs jours d'affilée, je me suis dit, j'ai réussi à marcher déjà 10 jours avec la douleur. Maintenant, je vais au bout jusqu'à la douleur. Avec la douleur, je me reposerai une fois que ce sera fini, quoi. Il nous fait même pas une petite léchouille, y a rien. C'est plus que c'était. Allez, On arrive à Trondheim, on est bien content et on se fait un premier jour de repos et ça fait plaisir de faire une lessive, de prendre le temps de se poser et de se dire ouais, aujourd'hui déjà je repars pas. Ça fait plaisir quoi, de se dire aujourd'hui je vais aller au supermarché, je vais m'acheter des bonbons et je vais manger des bonbons quoi. C'est dur parce que là on a fait qu'un tiers. Et tu fais bon, il reste 2 fois ce qu'on a fait. Et il s'était passé tellement de choses en un mois déjà. Alors moi là j'ai un trou. Je sais pas trop ce qui se passe jusqu'au jour 50. Est-ce que tu as des choses à dire sur ces jours ? C'est des jours où il n'y a pas grand chose à dire en fait parce que c'est toujours la même chose. T'es dans la forêt, il pleut, t'es dans la forêt, il pleut, et puis, et puis t'avances, et puis il pleut, et puis... pluie et marais. Notre quotidien ces derniers jours. And tell me honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead. Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. La, la, la. Belle journée hein. Disons qu'on a l'impression, moi j'arrive au niveau du 40e jour et quelques là, j'ai l'impression d'avoir vécu ce que je voulais vivre en fait. Je sais que j'aurais rien de plus fou que ce que j'ai eu avant en fait. Pour moi ça y est, j'ai eu 40 jours de rodage et en fait de là aussi on a bien discuté avec Corentin et je pense que c'est ce moment là aussi où lui il rentre dans une autre phase aussi je pense au niveau mental où en fait lui pareil il a vécu ce qu'il était venu vivre et du coup il sait que voilà, derrière on va revivre un peu les mêmes journées tout le temps. Du coup il y a une certaine lassitude qui s'installe. Moi j'ai toujours la niaque pour avancer, du coup moi j'ai encore envie vraiment de faire des grosses journées. Maintenant j'ai envie de voir un petit peu ce que je suis capable de faire et mon corps ce qu'il est capable de faire. Alors que Corentin il n'est peut-être pas forcément dans la même dynamique et c'est peut-être pour moi de là où je pense les premières tensions elles commencent à apparaître parce que là pour le coup sur l'idée globale du truc, à partir de ce 40e jour on n'a peut-être plus forcément les mêmes objectifs.
ça, c'est ce que tu vas prendre pour marcher. Donc, ensuite, avec pour la veste à veste. Et pour le soir Et ben le soir, je peux mettre. Pour le soir, il faut juste un soutule. Pour le soir, il faut et un un soutule. t-shirt. Non, pas de t-shirt. Ah si, mais moi, mais tu te rends pas compte que j'ai froid, moi. Mais tu mets une doudoune. Pour qu'elle ait pas froid. Bon. Du coup, jour 47, 48 et 49, il y a la Madre qui nous a suivis, qui nous a accompagnés. C'était pas les meilleures journées pour elle. En fait, elle est venue sur une période où on continuait d'avoir de la pluie, etc. C'est verdoyant. Allez. Mais bon, on peut faire Koh-Lanta après. Hein. On peut faire Koh-Lanta. Donc le premier jour, on commence sur un chemin plat, enfin un chemin forestier, et ils m'ont dit, bah là tu vois, on va tourner à droite et tout de suite tu vas tomber dans la boue et les marais et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé tout de suite. Et puis bon, après je m'y suis habituée. De toute façon, j'ai dit, de toute façon t'es là, tu dis rien parce que eux, ça fait déjà 1 mois et demi qu'ils galèrent dans la neige et la pluie et tout ça. Donc t'es pas là pour venir gémir ou te plaindre. Tu fais comme eux. Mais c'est vrai que le premier jour, on a fait presque 30 bornes et 30 km. Marcher dans les marais. Le premier jour, j'étais rincée. J'ai dit, je ne m'attendais pas à ça finalement. Fatigue, arriver dans un endroit plein de marais, monter la toile de tente dans un endroit infesté de moustiques. Et puis le premier soir, donc voilà, c'était manger sous la pluie, sous un auvent de cabane qui était fermée. Enfin voilà, c'était pas les conditions vraiment rêvées pour faire de la randonnée. Oh, Hein? Je filme les tentes. Ouais, mais du coup là on a vu ta main. Ouais, pas plus. On les voit pas. Mais nous, faut qu'on soit naturel un peu. Ouais. Allez, mange donc 30 secondes de manière naturelle. Bah là, ça filme encore parce que je vois Ouais, mais plus. ne parle pas, enfin, juste 30 secondes, on se tait, tu laisses filmer comme ça. J'ai le droit de manger aussi après. Et puis après, finalement, je me suis dit, mais profite de ça parce que c'est vrai que les paysages étaient magnifiques, même sous la pluie, même sous la bruine. Allez. D'être avec eux dans cet endroit vraiment désert. C'était désert, on ne voyait personne. Ça, c'est... Croiser des troupeaux de rennes, voir des élans, enfin c'était hors du temps presque, je sais pas. Jour 54. On espère que ce sera une journée sans pluie. Mais bon, j'ai l'impression que on se supporte avec le riz de moins en moins. À des moments, je fais peut-être des petites remarques sans vraiment y penser. Et il tique sur des trucs comme ça. Et du coup, après, il parle plus. Donc voilà, c'est un peu chiant. Moi, ça commence à m'énerver un peu aussi. Donc bon, on continue. Normalement, il doit nous rester une trentaine de jours. Donc j'espère que ça va aller mieux un peu plus tard. Avec la fatigue, en fait, moi je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je vais dire. Pour pas que ça blesse ou que ça heurte, pour que tout se passe bien. Et je pense qu'avec la fatigue, il y a peut-être un peu moins de filtre aussi. Et à ce moment-là, on réfléchissait même à emmener une deuxième tente pour dormir dans 2 tentes séparées. En fait, ce qui nous manquait, c'était le fait d'être seul, en fait. Tu vois, à un moment donné, tu vis tout le temps toujours avec la même personne et tu as besoin de te retrouver seul à certains moments. Sauf que là, c'est impossible, puisqu'on oriente à 2, on dort à 2, on mange à 2, et donc c'est pour ça que moi, souvent, je mettais mes écouteurs ou alors j'essayais de pas trop parler, on gardait parfois une certaine distance en marchant, pas très grande, mais juste tout simplement pour rester en d'autres bulles et penser à autre chose. Et donc de là, pour moi, à partir de 69e jour, en fait, on va alterner les phases où justement, des fois on a des tensions et en fait le lendemain, tout va bien. En fait, plus on est arrivé dans l'aventure,
à la fin de l'aventure, plus on avait des up and down assez gros, où en fait des moments on était trop contents, on avait des journées où c'était super, par exemple le 70e jour par exemple, et le 71e jour c'était un peu plus dur justement parce qu'on avait à nouveau la pluie, donc on avait des éléments extérieurs qui venaient influencer notre morale. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué, un peu épuisé là, mentalement. De marcher sur ces cailloux là, ça te fatigue? Ça me prend beaucoup. Je le sentais là. Bon, on est parti sur le 62e jour. Tambour battant. Ça faisait longtemps qu'on est. En fait, hier on a dormi dans un petit abri et il y avait beaucoup de monde. Il devait y avoir 7-8 personnes. Et ce matin on est parti 1 heure après tout le monde parce que nous on dort tout ça. Et on sait que les gens dorment à peu près au même refuge que nous aujourd'hui. On est content, ça nous fait un petit objectif d'arriver en tête au refuge, sachant qu'ils sont partis 1 heure avant nous et que nous on va pas pouvoir prendre le chemin qu'ils sont en train de prendre. On va devoir passer une montagne parce que le chemin passe en Suède et nous on veut rester en Norvège. Donc ça va être un petit peu le moment délicat de la journée et après ensuite on ne sera que sur du chemin. Donc là on avoine, tel des flocons. Donc là le petit panorama avec le lac qui est beau. Ouais, t'as attaqué quel pied? Pied gauche? Je t'envoie les cartes. Ça, je le sentais venir ça, tu vois. Irrécupérable. 4 mètres de profondeur, donc impossible à récupérer. Un peu les boules sur le coup, mais en fait c'est pas très grave. C'est un petit moment assez marrant de se dire là c'était la 3e carte qu'on perdait. Au total on a perdu 3 cartes il y en a où on sait même pas où on les a perdues quoi. Donc voilà, elle on sait, elle était irrécupérable, donc ça fait un peu chier de laisser une carte dans la nature. Mais voilà, peut-être que quelqu'un un jour la retrouvera. Ce serait marrant. 2 gus à bouffer avant le refuge. Là on en a doublé 6 avant. Peut-être plus parce qu'il y a le moment où on a coupé en montagne. On va aller les choper. Et on les voit au loin là-bas. On les a en ligne de mire. En 9 bornes c'est possible. Ensuite on a déjà fait la pause. Ah, il n'y a plus de pause maintenant. Maintenant on n'a plus qu'à y aller. Ah non, regarde-le. Il accélère. Bon, là, on commençait à se dire, c'est bon, c'est fait quoi. Enfin, on voyait pas ce qui pouvait nous arrêter à ce moment-là. Allez Karouk. Allez mon Karouk. Allez. Allez Karouk, allez.
gratuit. Allez, tu vois. Donc c'est la veille de notre arrivée, donc 82e jour, là on attaque une grosse section sur route en fait, parce que le Cap Nord en fait c'est sur une île, mais ils ont creusé un tunnel qui passe sous la mer à 250 mètres de dénivelé sous la mer. Donc il fait 9 km ce tunnel, donc nous on doit le traverser en fait tout simplement. Et comme on s'est interdit de prendre la voiture ou faire du stop ou autre, et ben on laisse les sacs à Leontine et Paco à l'entrée du tunnel et on part en courant. Donc on fait les 9 km dans le tunnel avec une petite lampe sur un tout petit trottoir pas très large. Et voilà, on fait tout en courant pour rejoindre l'autre bout du tunnel. Et la remontée elle est plus dure parce que donc on fait 250 mètres de dénivelé négatif et ensuite on remonte sur 250 mètres. Donc on remonte à des pentes à 9-10%. On a fait déjà 2700 km ou 2800 km dans les jambes et donc c'est difficile d'avancer, mais on est quand même content de faire ça. Et on sait que pour moi ce tunnel il marque, voilà, on arrive sur le tout dernier morceau, sur le tout dernier kilomètre et c'est fini et on est juste content quoi, que ça se termine. Dernier jour, ouais. Jusqu'au Cap Nord, environ une trentaine de bornes à peu près. Comment tu te sens aujourd'hui? Voilà, ce matin j'étais bien fatigué, comme chaque matin finalement quand je me réveille. Mais là ça va, on a plutôt bien dormi même s'il y avait beaucoup de vent. Et là depuis hier, enfin même depuis quelques jours ensemble, on est bien heureux, bien content d'arriver au bout et de voir que c'est la fin. Du coup cette dernière journée elle est vraiment plaisir. On n'a quasiment pas le sac à porter. En orientation, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui fait que. C'est cool. C'est cool, ouais. On est tous ensemble. On veut juste profiter pour être là-bas, pour voir la vue. Profiter pleinement de cette dernière journée là après tout ce qu'on a vécu. Et ouais, une petite trentaine de kilomètres, c'est rien du tout. Donc on a hâte d'aller au bout de ce projet et de finir Cross Nord. On est parti maintenant. Et on va arriver au Cap Nord dans une heure. Il nous reste 4 bornes de route pour arriver au-dessus des falaises de la mer Baran. De la mer Baran. Elle est bien marrante. J'arrêterai ma montre là-haut. Ouais, pareil. Il nous reste encore 10 mètres pour arriver au Cap Nord.
ce moment-là que je crois qu'on a commencé à se remémorer un peu des trucs et de commencer à se dire ok, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait les prochains jours? Vous avez bien aidé, donc c'est dur je pense. Ouais. Enfin, en vrai, tu sais, de vous avoir et tout, de savoir que... C'est dur pour le mental? Là, ouais, mentalement en fait. Ouais. Physiquement, ça changeait pas forcément grand-chose, tu vois. Mais en vrai, de vous retrouver et tout, c'était bien, tu vois. Genre, moi, je sais que j'ai passé des bons moments. Ouais, on a passé des bons moments. Des très bons moments, plus dans... Bah, plus enfin, que des fois, tous les quatre. quand on se retrouvait et tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Que quand t'en chies, tu vois. C'est clair. Ça, c'est bien, tu vois. J'aimerais bien que tu me lises juste dans ton carnet. Ah oui, je l'ai vu. Ce que tu as écrit dans le jour 69. Jour 69. Donc avec la fatigue, il y avait de plus en plus de moments où on ne se supporte plus avec Corentin. J'ai l'impression d'avoir un poids avec moi et cette sensation s'amplifie avec la fatigue. Je m'attendais un peu à vivre ces moments-là, mais c'est toujours difficile de les affronter dans la réalité. Mais si c'était à refaire, je le ferais seul. Donc ça, ouais, c'est... Je pense que c'était mon ressenti. Comme je disais, moi j'ai eu beaucoup de mal à gérer ce côté, le côté humain à deux sur une si longue aventure. Avec la fatigue, en fait, il y a vraiment cette notion de fatigue qui rentre en jeu. Et pour l'avenir, avec l'expérience, je suis content de m'être fait une expérience d'une aventure comme ça à deux. Et maintenant, j'aimerais le vivre seul pour savoir aussi, pour pouvoir comparer, de savoir, bah tiens, j'ai envie de le faire seul, mais est-ce que je le vis de la même manière? Est-ce que j'y arrive? Alors que peut-être qu'en étant à deux, ça nous aide et c'est même sûr, en fait. Tu vois, avec du recul, je sais que vivre des expériences comme ça à deux, bah, c'est génial. Et j'ai aucun regret d'avoir fait ça à deux. La première chose qui m'est venue à l'esprit en prenant connaissance du projet était assez simple. Quelle drôle d'idée, quel drôle de rêve. Mais peu importe. Aussi peu commun et aussi fou que cela puisse sembler, c'est leur idée, leur projet. Et eux réalisent les choses. Ils se lancent malgré toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face et avancent, malgré les doutes, les craintes, les blessures, les conflits. Ils ont le courage d'oser, et une fois lancés, ils s'investissent jusqu'au bout pour terminer ce qu'ils ont entrepris. C'est ça ce que m'inspire au Cross Norway. Le courage d'oser et la détermination pour y arriver.